Vous écoutez En parole et en action, présenté par l'Église Le Sentier. Bonjour et bienvenue à un autre épisode d'En parole et en action. Ici Dina Destin et je suis avec Mike, mon co-animateur. Allô? Allô Dina, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Une autre belle entrevue aujourd'hui avec une auteure, Nastasia Charret. Oui, on a eu vraiment du fun à parler avec, puis à comprendre un petit peu plus les intérêts puis la motivation, dans le fond, pour son livre qu'on a tous les deux lu, Stanley sur Terre. Un roman super intéressant qui traite de l'autisme, en fait. Oui. Puis, on a également parlé des défis quotidiens, de comment on peut mieux aimer, l'importance de s'informer puis de se sensibiliser face à l'autisme, comment utiliser les dons que Dieu nous a donnés pour son œuvre, en fait. Mais Comment servir dans la société, dans le fond, avec les dons que Dieu nous a donnés. Exactement. C'était vraiment cool. Voudrais-tu nous faire une bio sur Nastasia? Oui, donc Nastasia Charret est une épouse et mère de 2 garçons. Elle est écrivaine depuis une dizaine d'années, principalement aux éditions Exit. Elle aime transmettre la passion de la lecture et de l'écriture, ainsi que sa curiosité scientifique au travers de ses écrits. Elle explore diverses formes d'art toujours en quête d'éléments de vie pour enrichir ses récits. Elle est également poétesse funéraire et musicienne à la louange de l'Église. Donc sur ce, on vous laisse sur l'entrevue avec Nastasia. Bonne écoute. Bonne écoute. Donc salut Nastasia, comment tu vas? Ça va super bien, et toi? Oui, ça va super bien. On est vraiment content que tu sois avec nous aujourd'hui pour parler un peu de ce que tu fais, ton écriture, puis d'un livre même en particulier que moi et Dina, on a pris la peine de lire. Fait que sans plus tarder, on embarque dans l'entrevue. Peux-tu nous partager ton parcours professionnel qui a mené à ce que tu sois auteur à temps plein? OK. Alors, j'ai un DEC, donc un diplôme technique au cégep en bureautique. OK. Ça n'a aucun rapport. Classique. Oui. Donc, j'étais jeune. Moi, je suis rentrée au cégep, j'avais 17 ans à peine. Ah. Et je voulais aller dans les arts, mais je voulais aussi une formation professionnelle pour une sécurité d'emploi. Donc, je me suis dit, je vais faire mes 3 ans de bureautique et puis je verrai après. En bureautique, on fait énormément de français, vraiment beaucoup, de l'anglais aussi. Donc, ça m'a aidé à perfectionner mon vocabulaire, mon orthographe, ces choses-là. Apprendre à écrire des textes avec des sujets donnés, des choses comme ça. Puis, suivant mon DEC, je me suis mariée, j'ai eu des enfants et j'ai toujours aimé lire. Je suis un ogre de livres, je mange les livres, j'aime ça au bout de lire. Et puis, enfant, j'avais déjà écrit un petit livre illustré sur une histoire de chat. Là. Okay. Et puis, à peu près comme tous les enfants, là, tu sais, maintenant on fait un dessin, on écrit une petite histoire. Là. Fait que j'avais fait ça, mais ça me travaillait beaucoup d'écrire des textes plus longs et tout ça. Au cégep, on écrit quand même des textes plus longs, mais là, tu sais, on parle de cégep, c'est quoi? Peut-être entre 1000, 2000 mots. Un livre, c'est 50 000 mots. Fait que c'est un petit livre, là, 50 000. Fait que vers l'âge de 26, 27 ans à peu près, mes enfants étaient un peu plus grands, ils demandaient moins de surveillance et tout ça. Donc, j'ai commencé à travailler une idée que j'avais en tête depuis longtemps. J'ai commencé à écrire dans un carnet pour me rendre compte que j'écrivais pas assez vite pour les idées. Donc, j'ai embarqué sur l'ordinateur, puis après ça, ça n'a pas arrêté. On aimerait ça savoir, c'est quoi qui te passionne le plus dans l'écriture, en fait? C'est partir d'un petit quelque chose, d'un événement bizarre, tu sais, comme ma trilogie Ophir, ça vient juste de 2 petites phrases dans le livre des Chroniques, dans la Bible, et puis juste partir de ça, puis je fais des gestes, là, mais de fabriquer un univers autour d'événements comme ça. Donc, que ces personnages-là prennent
vit dans l'imaginaire, là, tu sais, donc d'apprendre à les connaître, de développer leur personnalité, leur tempérament. J'aime beaucoup faire de la recherche. Okay. C'est idiot, mais je savais pas comment faire cuire de la nourriture sur un bateau en pleine mer en 900 avant Jésus-Christ. J'ai fait de la recherche là-dessus, sur des documents de professeurs universitaires en Angleterre qui avaient fait des recherches là-dessus. En tout cas, ça me passionne beaucoup, écrire sur des sujets que je connais pas nécessairement très bien pour pouvoir apprendre sur ces sujets-là aussi. OK. Donc, il y a vraiment une motivation aussi d'apprentissage là, quand tu écris. Oui, beaucoup. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu dis là, par rapport à comme prendre quelque chose de petit, puis tu sais, de le faire grossir, puis de comme nous faire vivre un peu l'imaginaire? Je pense que ça, c'est une des réalités à travers ton livre, là, Stanley sur Terre. Comme moi puis Dina, c'est ça, on a pris le temps de le lire. Puis, tu sais, comment est-ce que tu fais grand... Mais dans le fond, moi, personnellement, j'en lis pas beaucoup de livres, comme plus romans. Puis là, de lire ça, tu sais, c'est vrai que ça l'englobe comme... Tu finis par... On dirait que tu es avec eux autres dans la salle de classe, puis que tu vis un peu ce moment-là, tu sais. Mais on voulait savoir... peux-tu nous expliquer quelle a été ta source d'inspiration pour ce roman-là précisément? Bien sûr. Alors, Stanley sur Terre, j'avais à cœur pour mes enfants. Moi, j'ai 2 garçons, Noé et Élisée. Ils ont respectivement 11 et 14 ans. Et les deux sont autistes. Légers, mais quand même, ça fait partie de leur quotidien. Et puis, c'est arrivé à quelques reprises que j'ai dû leur servir comme d'interprète auprès de leurs amis, auprès de gens autour d'eux pour faire comprendre leurs différences, pour les aider à s'intégrer. Donc, je me suis dit, il n'y a pas tant de livres que ça pour les enfants neurotypiques, pour apprendre à connaître un enfant qui est différent. Donc, un enfant autiste, dans le cas de Stanley. Stanley, c'est un mélange, c'est pas un de mes enfants précisément, c'est un mélange de plusieurs enfants, dont les miens, que je connais, qui ont des particularités, vu que chaque enfant autiste est différent, comme tout le monde. Ils ont chacun leur personnalité, ils ont chacun leur petite chose particulière. Stanley est unique. Stanley, c'est un petit gars dans ma tête. Non, c'était vraiment intéressant, puis... j'ai appris beaucoup, en fait, en lisant ce livre-là sur l'autisme, parce que c'est pas un sujet qu'on entend souvent parler, quand même, de plus en plus, oui, mais pas nécessairement tout le temps. Puis, étant donné qu'on en parle, est-ce que tu serais ouverte à nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est l'autisme, juste pour nos auditeurs, les mettre en contexte? Bien sûr. L'autisme, c'est un trouble neurologique. Donc, moi, j'ai expliqué à mes enfants, j'ai fait, dans le fond, c'est comme si la majorité des gens étaient des Xbox, puis vous êtes des PS4. Fait que c'est aussi le fun, c'est des jeux différents, puis les contrôles sur la manette sont différents. Donc, les autistes, par rapport aux neurotypiques, c'est un peu la même chose. Ils vivent des émotions, ils veulent apprendre des choses, mais c'est différemment que ça se passe. Donc, chez l'enfant autiste, il y a surtout deux points majeurs qui sont une différence puis une difficulté parfois. C'est les relations. Donc, entrer en relation avec les autres, pour eux, c'est difficile, c'est pas toujours naturel. Ils doivent apprendre à le faire. Donc, apprendre à s'intéresser à l'autre, apprendre à décoder les expressions chez l'autre, à savoir s'il est content, s'il est pas content, s'il s'ennuie pendant que tu y parles pendant des heures de temps sur comment fonctionne un métro, des passions parfois un peu intense. Il y a aussi l'aspect de comprendre l'abstrait. Donc, si je regarde mes garçons, ils ont de la difficulté dans tout ce qui est compréhension de texte puis résolution de problèmes mathématiques. Parce que c'est plus abstrait. Ils doivent travailler fort pour comprendre une analyse à faire dans le texte. Ils ont aussi un peu de difficulté dans les cours d'éducation physique, par exemple, parce que tout se passe très vite. Ils doivent comprendre les instructions, ils doivent comprendre les relations entre les joueurs, puis les émotions à travers tout ça. Quand il arrive des injustices, pour eux, c'est comme ça se fait pas, c'est tricher. Puis là, il faut qu'on arrête tout le jeu parce que ça ne marche pas. On l'a pas fait comme il faut. Donc, des petites rigidités aussi à ce niveau-là. Chez les autistes, il y a aussi souvent
souvent, de l'hypersensibilité. Donc, l'hypersensibilité, par exemple, ça peut être physiquement, là, la lumière peut les agresser, les vêtements les dérangent. Tu sais, quand on porte un vêtement qui nous dérange un petit peu au début de la journée, au fil de la journée, on s'en rend plus compte. Mais eux autres, toute la journée, le vêtement va les agresser, va les irriter, puis ça fait monter une espèce de stress chez eux. Puis des fois, ils vont comme exploser, mais c'est juste une accumulation de trop de lumière, trop de bruit, son chandail fait mal. Fait que c'est une gestion neurologique différente des informations, un traitement différent des informations, et l'expression de ces informations-là aussi est différente. Il y a des enfants autistes qui ne parlent pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent pas communiquer. Fait que des fois, les parents doivent trouver des moyens alternatifs de communication, dont le langage des signes. La langue des signes est souvent utilisée maintenant. On utilise des images, des pictogrammes, donc pour apprendre à faire des phrases, à construire des événements, à expliquer ce qui va se passer, tout ça. Je dirais que c'est un peu plus de travail pour réussir à trouver les façons de connecter différemment dans tous ces domaines-là. Mais c'est des enfants merveilleux. Mais j'imagine aussi, plus les années passent, plus c'est facile, tu sais, avec leur communication. Quand ils sont tout petits, ça doit être un peu plus difficile de décoder qu'est-ce qui les dérange ou, tu sais. Avant qu'on sache que notre enfant est autiste, on pense juste que il y a beaucoup de caprices puis qu'il fait beaucoup de crises. Donc que le terrible two, il dure longtemps. Donc on finit par connaître notre enfant. Puis moi, les 2 garçons sont autistes. Donc pour moi, les 2, je pensais que tous les enfants étaient comme ça. Donc fallait leur expliquer avec des mots bien précis les choses. Faire attention aux expressions qu'on utilise, là, tu sais, comme j'ai dit une fois à mon garçon, j'ai mal à la tête va m'exploser. Il a capoté parce qu'il l'a pris littéral. Ma tête va exploser, là. Fait que là, il paniquait. Là, ils prennent beaucoup les choses, mes garçons, littérales. Donc, j'ai appris avec le temps à leur dire, c'est des expressions. Fait que là, quand ils sont pas sûrs, ils font, est-ce que c'est une expression? Ils comprennent pas les expressions toujours non plus. Mais pourquoi on dit ça comme ça? Puis, je sais pas, ça a été le même tout le temps. Mais ça me permet des fois d'avoir des discussions intéressantes avec les autres. J'imagine. Tu sais, nous, quand en tout cas, je sais pas pour Dina, mais quand j'ai lu le livre, il y a des moments où ça me faisait rire. Il y a d'autres moments où est-ce que moi-même, j'étais confus, puis là, j'étais plus trop certain. Puis là, on lisait, c'est ça, on en parlait avant l'entrevue, on est comme le fait d'avoir mis des petits bas de pages là où est-ce que tu expliques dans le fond qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre-là, ou un des faits que tu voulais comme mettre en lumière un peu, comme même pour nous, en tout cas pour moi, c'est comme ça m'aidait vraiment à comprendre un petit peu plus. Puis je trouvais ça vraiment bien. Je me souviens même le passage que tu as parlé là, avec le Xbox là, puis le PS4, moi je l'avais surligné. Tu sais, juste de comme c'est cool d'avoir une image un peu de comment comprendre ça. Dans le fond, de se dire que c'est juste une différente façon, mais que dans le fond, c'est comme je dirais du pareil au même, sans vouloir dire c'est ça, c'est juste différent, mais c'est comme il y a un qui est pas moins ou comme moindre que l'autre, tandis que je trouve ça vraiment bien. On est tous différents à notre propre façon, tu sais. C'est ça. Mais le roman, il est pas étiqueté en tant que comme un roman chrétien, mais est-ce que tu crois quand même que ça peut contribuer à l'œuvre de Dieu, un roman comme ça? Je crois que oui, parce que moi, je ne voulais pas faire de roman, je mets des guillemets, chrétien, dans le sens où mon but est que ça soit accessible à tous, mais que Dieu est accessible aux personnes autistes aussi. Même si ça semble abstrait, mes garçons ont vu Dieu agir. Donc, que les parents d'enfants, les parents chrétiens d'enfants autistes qui pensent pas que Dieu est inaccessible parce qu'ils ont de la misère à comprendre des concepts abstraits, là, tu sais. On le sait nous-mêmes par notre vécu, d'avoir vu Dieu répondre à la prière, Dieu agir dans des situations, que ça le rend aussi tangible pour une personne autiste. Donc, je me suis pas gênée de l'inclure dans le simple quotidien de Stanley. Oui, donc, qu'il prie, que Dieu veut ou ne veut pas certaines choses, parce que mes enfants, c'est un peu ça aussi des fois qu'ils perçoivent, là, que Dieu il aime certaines choses, il aime pas certaines choses, sans en faire nécessairement un livre d'évangélisation, par exemple. C'était pas vraiment le but. Dans les églises, je dirais que il y a toutes sortes d'avis sur l'autisme et peu d'informations.
Donc, c'était pas une mission nécessairement, mais je voulais que la porte soit ouverte aussi dans les églises à pouvoir parler de l'autisme, parce que c'est pas quelque chose qui est abordé souvent non plus dans les églises. Mais justement, pourquoi est-ce que tu penses que c'est important que on soit sensibilisé puis informé sur l'autisme dans nos églises, mais dans la société aussi en général? Parce qu'on a eu tendance, ça c'est une opinion personnelle, par le passé, les personnes différentes, on les met de côté. Mm-hmm. Donc, ils sont un peu en marge de la société, alors qu'ils peuvent être des atouts à cette société-là. Donc, que mes enfants puissent avoir leur place dans la société, que les gens puissent comprendre que oui, ils sont différents, mais ils ont leur place. Je trouvais ça important aussi. C'est pour ça que je passe par aussi une histoire jeunesse, parce que souvent, ça commence à l'école, le regard qu'on a sur les personnes différentes. Mm-hmm. Donc, mes garçons, vu qu'eux-mêmes sont autistes, une fois, ils ont rencontré un autre garçon qui l'était aussi, mais mes garçons, ils savaient pas. Puis, ils trouvaient que le garçon était agressif, qui était difficile d'approche et tout ça. Puis là, quand je leur ai dit, ouais, mais il est autiste, il y a de la difficulté avec les relations, ils ont fait, OK, ben c'est correct. C'est comme, il est dans la gang, là, c'est correct, c'est pas grave. Il y a une certaine empathie, dans le fond, qu'on peut développer envers ces personnes-là. Exactement. Ouais, je peux dire que ça crée cette sensibilité-là, le livre. Oui, vraiment. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'est justement un roman, donc c'est une histoire, c'est de la fiction, mais il y avait vraiment un côté informatif avec les notes en bas de page, comme qu'on disait. Fait qu'à chaque fois qu'on était dans l'univers de Stanley, c'était une histoire, c'était intéressant. Puis moi, j'ai vécu tout plein d'émotions en lisant le livre. Ouais, vraiment, moi aussi. Différentes émotions, comme la tristesse, de l'inquiétude, mais après ça, de la joie, comme tout plein de choses. Puis... mais c'est ça, il y a aussi le petit côté informatif vraiment, puis j'ai trouvé ça vraiment bien, la façon dont tu l'as fait, que tu as choisi de le faire en fait, là, avec les notes en bas de page. J'ai eu quand même un bon soutien de la part du directeur du président de la Fondation de la neurodiversité. Quand j'ai écrit Stanley, je voulais aussi m'associer à une fondation pour la neurodiversité. Donc, pour aider d'une certaine façon à faire parler de l'autisme au travers d'une fondation. Et le président de la fondation a lu le roman. Il m'a dit, je vais le lire dans le courant de la semaine. 2 heures après, il m'écrit, je l'ai lu. Fait que j'ai fait OK. Fait que c'est de sa part que ça venait l'idée des petites boîtes informatives à la fin des chapitres. Et franchement, ça a été intéressant à monter parce que tu sais, c'est des choses que je sais. Puis c'est pas tout le monde qui sait ça, mais tu sais, on y pense pas parce que moi je suis là-dedans là quotidiennement tout le temps au quotidien. Donc j'ai trouvé ça intéressant de verbaliser ces choses-là, puis de rendre ça instructif. Puis je pense que c'est une des raisons pour laquelle la Fédération québécoise de l'autisme l'a inclus dans leur centre de documentation. Ils en ont fait la publicité sur les réseaux, sur le site web et au travers la lettre de nouvelles littéraires sur les livres qui sortent sur l'autisme. Donc ça circule dans les écoles, dans les CLSC, tout ça. Ils se rendent disponibles, ces documents-là, ces livres-là, à ces réseaux-là. Donc, je pense qu'il y avait sa place même dans le système de santé et le système scolaire. C'est vraiment cool. Oui. Au-delà aussi de tout le côté informatif sur l'autisme, ce que j'ai aussi ressorti, je trouve, du livre, c'est de faire attention à nos paroles. Parce que, tu sais, l'histoire un peu avec Stanley, c'est qu'il a entendu son frère le traiter de martien, puis après ça l'a affecté d'une façon différente, lui, parce qu'il, justement, il a un TSA, mais je veux dire, on a toutes des choses dans notre vie auxquelles on est plus sensible, tu sais, peu importe que... Je trouve que c'est aussi ce qui en est ressorti, j'ai de la misère. Que justement, de faire attention à ce qu'on dit, ça peut paraître tellement banal, mais ça peut vraiment affecter quelqu'un. Chez les personnes autistes, le contact visuel est difficile, mais ils sont tous là. Ils entendent les choses qu'on dit sur eux, que les amis de la classe peuvent dire sur eux quand ils font quelque chose d'étrange, de hors norme, pour répondre à un besoin, là. Se boucher les oreilles parce que c'est trop fort, aller se cacher en dessous de son bureau ou des choses comme ça, là, tu sais. De faire une crise pendant un examen parce que là, c'était trop.
Il y en avait trop. Puis souvent, c'est une difficulté de communication qui amène les crises. Je dirais qu'en vieillissant, quand on arrive à travailler la communication verbale, c'est pas toujours possible, mais quand on y arrive, les crises sont de moins en moins fréquentes parce qu'ils sont capables de mettre des mots. Des fois, c'est pas des phrases complètes. Des fois, c'est des mots. Des fois, c'est des je suis triste, je suis fâché. Donc, ils vont dire ce qu'ils ressentent un peu plus. Donc ça aide. Puis à la lumière de tout ça, comment est-ce que nous, on peut faire une meilleure job, un meilleur travail à les aimer? Les gens qui sont autistes? Ben, il y a toujours le regard quand, je donne un exemple comme ça, un enfant qui fait le bacon, là, qui se couche à terre en plein milieu de l'épicerie en hurlant. C'est pas nécessairement un caprice. Il peut y avoir derrière ça plein d'autres choses. Nous, c'était le McDo qui était problématique. Quitter le McDo, c'était une horreur. On se faisait regarder beaucoup, parce que même si je prévenais mes enfants, surtout mon plus vieux, je disais dans 5 minutes, on part. Donc, je le prépare au départ. Puis c'est comme si il voulait pas l'accepter, ce fait-là. Fait que là, quand on partait, c'était la crise. Et le regard des gens fait une différence. Quand je rencontrais un regard d'un parent compatissant, je me sentais comme légitime je prends soin de mon enfant dans sa crise, là, tu sais. Je suis pas en train de céder à son caprice. On part pareil, tu sais. J'achèterai pas les bonbons non plus au magasin, là, tu sais. Mais oui, d'avoir un regard de compassion, puis vous êtes un bon parent, tu sais. Ça fait du bien, ça, de temps en temps, là. Par rapport aux enfants, de les écouter, même si des fois vous comprenez pas tout. Je comprends pas tout ce que mes enfants me racontent des fois. J'ai un de mes garçons qui m'a annoncé quand il était un petit peu plus jeune que sa phobie, c'est les opilions. Alors, je savais même pas c'était quoi un opilion. J'ai dû faire des recherches sur Internet. C'est les araignées à longues pattes. Okay. Donc, fait que je vous apprends ça là, aujourd'hui. Donc, où est-ce qu'il a été chercher ça? Je ne sais pas. Mes garçons aiment lire des livres très instructifs, des livres sur les animaux, les insectes et toutes ces affaires-là. Même s'il y a des affaires qui leur font peur, ils veulent savoir, ils veulent connaître. J'ai un de mes garçons, ses professeurs étaient fiers de lui parce que il avait fait un dessin grandeur nature de lui-même. Tu sais, il serait couché sur une grande feuille, ils ont fait le contour avec un crayon, puis on dit maintenant, dessine-toi. Alors, ils me sont arrivés après. Élisée nous a donné un cours de biologie. Il y avait 5 ans. Je sais, OK, comment ça? Alors, Élisée, au lieu de se faire des pantalons, un T-shirt, des choses comme ça, il a fait son système digestif, son système veineux, ses poumons, des choses comme ça. Donc, tu sais, de s'émerveiller aussi devant leurs particularités. J'ai un de mes garçons qui a un accent français très, très fort. Ça, c'est souvent... c'est assez typique chez les enfants autistes d'avoir un petit accent léger. Le sien, il est très fort. Fait qu'il se fait, à chaque année scolaire, il se fait demander si son père est français. Son père vient de la Beauce. Il n'est pas français. Il a pas du tout l'accent français. Mais j'ai aimé parce que son enseignante est très elle prend soin. Donc, elle a fait, ton accent, il est très beau, tu sais. Donc, parce qu'à un moment, il complexait là-dessus de se faire toujours dire, t'as un accent français, t'as un accent français. Il essayait de parler québécois. Là, c'était un peu drôle parce que, bon, c'était pas naturel, là, tu sais. Il essayait de dire, toi. Mais non, toi, tu dis toi, puis c'est correct, c'est beau, là, tu sais. Donc, d'accepter leurs petites particularités, leur conversation, des fois un peu longue sur des sujets qu'on n'est pas au courant du tout. Moi, les planètes de Saturne, je les connais pas toutes, là, tu sais. Fait que, les planètes, les lunes de Saturne, je veux dire. Fait que, mais j'ai un de mes garçons qui est un peu plus calé que moi là-dessus, là. Mais c'est vraiment... Parce que à chaque fois que je pense à justement des autistes, pour moi, il y a comme... c'est comme s'ils ont un super pouvoir vraiment. Là, comme moi, j'ai tout le temps perçu ça de même. Tu sais, c'est comme ils sont super bons dans des affaires. Mettons, tu parles les informations, tu sais, qu'ils peuvent retenir. Mais moi, je trouve ça fou. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable de se souvenir des affaires super précises, tu sais, puis de le garder dans sa tête. Moi, je pense que j'avais rencontré un enfant un jour, j'étais dans l'autobus, puis... il était avec son parent, puis son parent, il dit, dites-lui n'importe quelle ligne d'autobus,
il va être capable de dire les heures qui passent, puis c'est quoi le trajet, tu sais. Puis moi, j'étais comme, ben voyons. Fait que là, je sors le petit carnet, puis comme j'ai dit, une ligne d'autobus, puis là, il m'a tout sorti ça. À vitesse, puis en rafale, puis là, puis j'étais comme, ben voyons donc, tu sais, mais c'est vraiment exceptionnel. Il y a comme quelque chose que tu as regardé, tu es comme, ben voyons donc, ce pouvoir-là de retenir de l'information. Tu sais, c'est comme impressionnant, là. Vraiment. Je peux peut-être vous révéler le secret de ces pouvoirs-là chez les autistes. Oui, il y a certains autistes qui ont des capacités intellectuelles assez particulières. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo. Ils ont emmené un jeune homme, un jeune adulte autiste survoler une ville, puis après, pendant 1 heure à peu près. Puis après ça, il s'est installé et il a dessiné tout ce qu'il avait vu. Wow. Donc, j'ai déjà entendu ça. Les personnes, les autobus, etc. Ça, il y a des talents comme ça vraiment particuliers. Il y a une mémoire photographique. Sinon, en général, je dirais, chez les personnes autistes, c'est les espèces de pas des obsessions, là, mais des intérêts vraiment accentués sur un sujet précis pendant une longue période de temps. Donc, si je regarde mon garçon qui était fasciné par la biologie à 5 ans, lui, depuis l'âge de 3 ans, là, il regardait des livres sur la biologie. On a acheté un stéthoscope, un otoscope, un oxymètre, toutes sortes d'appareils médicaux pour apprendre comment ça fonctionne et tout ça. Puis entendre son cœur, entendre ses poumons, tu sais, tout ça. Donc, c'est des passions uniques, hyper intenses. Donc, ils deviennent des spécialiste dans quelque chose. Là. Tu sais que tu passeras pas des heures, toi, à regarder le dépliant des métros puis à connaître toutes les stations puis tout ça. Tandis dans leur cas, oui, ils peuvent passer des heures sur une seule chose vraiment intensément puis le maîtriser mieux que ben d'autres mondes. Là, tu sais. Souvent, il y a des autistes au niveau musical. Ils ont des talents vraiment spéciaux, mais ils peuvent passer des heures et des heures et des heures là-dessus. Donc, en arrière de ça, il y a beaucoup de temps qui est mis là-dessus parce que c'est une passion intense et souvent, c'est une passion à la fois. Okay. Donc, des choses plus ordinaires, normales, culture générale et tout ça, ça se peut qu'ils connaissent rien sur des choses que, tu sais, ça semble juste normal de savoir parce que eux, ils passent du temps sur cette chose-là. Mais en même temps, cette chose-là les rend vraiment heureux. Est-ce que comme oui, c'est vraiment. ça, moi c'est ça que je trouve cool. Tu sais, ils sont comme passionnés de quelque chose, mais ils sont vraiment contents. Tu sais, puis ils veulent apprendre comme ils veulent en manger. Là. Fait qu'un peu, tu disais, tu sais, vous achetiez les affaires, tu sais, pour un peu aller avec sa passion du moment. Je trouve ça super, moi, de voir ça, là. Vraiment, c'est impressionnant. Moi puis mon mari, on est des gens, on est des touche-à-tout. On aime apprendre sur à peu près tout, puis on est autodidactes les deux. Donc, on est des musiciens de plusieurs sortes d'instruments. Mon mari est du genre à hey, et si je me sculptais un arc avec un arbre? Donc, il va aller chercher un arbre dans une forêt mort, puis il va sculpter son arc, là, tu sais. Des choses comme ça. Moi, je me suis dit, pourquoi pas j'apprendrais la langue des signes, là, tu sais, même si je connais personne. Why not, tu sais? Fait que, on a des intérêts, on est des tripeux, là, tu sais, on aime ça essayer des choses différentes. Donc, quand nos garçons démontraient un intérêt envers quoi que ce soit, on était go, on y va à fond, là, tu sais. Fait que même moi, j'ai étudié pratiquement un peu la médecine pour pouvoir les aider aussi chez les visites chez le médecin, par exemple, tu sais, pour que je puisse leur expliquer qu'est-ce que le médecin est en train de faire et pourquoi il est en train de le faire et en quoi c'est pas dangereux puis que ça va pas exploser, là, tu sais. Mais j'imagine que c'est tellement important justement que le parent soit engagé avec l'intérêt de l'enfant. Là, ça doit pas toujours être le cas, mais j'imagine que ça doit vraiment être important aussi pour qu'il se sente valorisé, tu sais. Oui, simplement oui. Je dirais que c'est pas tous les parents qui ont le temps de le faire aussi. Nous, quand on a eu les enfants, on avait décidé que je voulais être là pour eux autres dans les premières années de leur vie, avant de savoir même qu'ils étaient autistes. Donc, je suis maman à la maison depuis leur naissance. Et puis, bon, assez rapidement, on s'est rendu compte que les deux avaient des besoins particuliers. Donc, même au niveau de l'école du dimanche, j'ai été assez impliquée parce que il fallait que je sois présente quasiment tout le temps. Donc, tant qu'à ça, autant m'impliquer, jusqu'à temps qu'ils soient assez capables de communiquer ce qui allait pas ou ce qui marchait pas, là, tu sais. Et puis, nous, on est quand même privilégiés. On avait 1 ou 2 personnes à l'école du dimanche qui étaient des techniciennes en éducation spécialisée. Donc,
ça a donné comme ça. Donc, il y avait un service assez efficace au niveau de comprendre leurs besoins. S'il y avait besoin de sortir de la classe parce que c'était trop bruyant, trop de lumière, puis ils comprenaient pas ce qu'il y avait à faire, là, la panique montait. Alors, il était capable de le retirer, puis d'aller parler avec lui à l'écart, puis de le rassurer, puis après ça, il revenait. Fait que on a été vraiment bénis là-dessus. Oui, vraiment. Merci Seigneur. Oui. Tu sais, ton roman, comme on a parlé un peu tantôt, là, c'est pas à caractère premièrement chrétien. Tu sais, tu disais que tu inclus des éléments, mais c'est pas comme le but premier. Fait qu'un peu, c'est quoi ta perspective par rapport à servir dans la société? Parce que toi, tu as écrit un livre pour la société sur l'autisme, mais fait que c'est quoi un peu ta perspective par rapport à ça, de comme servir dans la société avec les dons que Dieu nous a donnés? Je dirais que Dieu s'exprime pas d'une seule façon. Dieu va aller chercher les gens dans toutes sortes de métiers. Ça prend des chrétiens partout. Mm-hmm. Moi, auteur, je vais à des salons du livre, je suis pas mal tout seul. Je suis sur des groupes d'écrivains, je suis tout seul aussi. Mm-hmm. Mais Dieu est là parce qu'il m'a envoyé là. Mm-hmm. À ma façon, avec son aide, je peux apporter de la lumière dans les ténèbres. Des fois, c'est simple. Des fois, c'est prendre soin. C'est de les aimer. Puis, ça m'a permis des fois d'avoir des discussions en privé avec d'autres écrivains qui vivaient des choses difficiles. Puis, ils voyaient bien que j'étais pas tout à fait comme les autres. Certains savent que je suis chrétienne. Tu sais. Puis, généralement, c'est quand même bien accepté. Mais il y a des fois où est-ce que non. Parce que je suis un petit peu à contre-courant. On nous traite de moutons, mais c'est qui est dans le troupeau? Donc, je suis un petit peu à contre-courant, mais on a besoin de chrétiens partout pour être des témoins. T'sais, on a besoin de hockeyeurs chrétiens, on a besoin d'humoristes chrétiens, on a besoin dans tous les domaines des chrétiens pour apporter Dieu partout. Oui, c'est vraiment intéressant. Puis j'aime la façon que tu l'as apporté parce que en tant que chrétien, on est appelé à s'engager dans notre communauté, pas juste dans l'Église. Mais s'il n'y a pas de chrétien nulle part parce qu'on reste dans l'Église ou dans la communauté chrétienne, comment est-ce qu'on va témoigner l'amour de Dieu puis apporter la parole ailleurs? Fait que c'est important que, comme tu dis, tu vas à des salons du livre qui sont pas chrétiens, entre guillemets, qui sont pas chrétiens, puis t'es la seule. Mais c'est vrai que je pense qu'on a quand même un rôle d'aller puis de participer quand même, là, même si c'est pas étiqueté chrétien. Oui. Puis aussi, dans mon cas, c'est souvent une discussion que j'ai avec des gens. On questionne pas le peintre sur sa toile si ça représente pas genre quelque chose par rapport à Dieu ou la Bible, tu sais. Mais par contre, les écrivains, on va parfois, tu sais, dire, OK, mais ça parle pas beaucoup de Dieu, tu sais. Mais en fait, Dieu est dans l'écrit pareil, parce que Dieu est en moi. Mm-hmm. Donc, quand j'écris, Dieu guide ma plume aussi. Mm-hmm. C'est de l'art aussi. Mm-hmm. Ça peut être beau à lire, ça peut être intéressant à lire. Puis Dieu est au travers aussi. C'est pas difficile. J'ai eu une entrevue radio une fois. Tu fais une recherche sur Internet 2 secondes et tu sais que je fais la louange à l'église, qu'on a une banque alimentaire à l'église, des choses comme ça. Là. C'est facile à faire le lien. Là. Donc, il y a une forme d'art aussi qui rend gloire à Dieu. Donc, dans les beaux mots, dans les belles phrases, dans les belles histoires aussi, qu'on est capable de composer. Je vois ça comme une toile, mais avec des mots. C'est vraiment cool. Donc, l'entrevue est terminée, mais on a toujours là, une habitude avec nos invités de partager un verset qu'on a à cœur du moment. Donc, si tu pouvais y aller. Bien sûr. C'est Colossiens 3:23. Ça dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Donc, moi, ça me permet de pas me restreindre, mais de tout donner pour la gloire de Dieu. Moi, je peux y aller avec mon verset. Moi, j'ai Jean 3,16, verset typique, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça fait tout le temps du bien d'entendre ça.
puis de se rappeler, dans le fond, que Dieu nous a aimés à ce point-là, tu sais, de donner son Fils pour nous. Moi, j'ai pris mon verset du moment, Proverbe 16, 24. « D'aimables paroles sont comme un rayon de miel, douces pour l'âme et bienfaisantes pour le corps. » Puis, comme je disais tantôt, ton livre m'a aussi touché sur l'importance de nos paroles. Puis, dans ce verset-là, c'est ça. Ça nous dit que les paroles douces, les bonnes paroles sont importantes, puis ça nous fait du bien. Mais ça dit aussi physiquement, là, pour l'âme et le corps. Donc, un rappel qu'il faut faire attention à ce qui sort de notre bouche. Puis, dans la Bible, c'est souvent dit que la bouche, c'est le reflet du cœur. Donc, ça. Merci beaucoup pour ton temps avec nous, Nastasia. Ouais, c'était vraiment intéressant. On a appris beaucoup, je pense. Ouais. Encore plus. Mais ça fait plaisir. Je trouve que ça fait partie de mon côté d'ambassadrice pour mes enfants et pour tous les enfants. Les enfants et les grands-enfants, parce que quand même, mon garçon de 14 ans, ça va sur 15 ans, il me dépasse maintenant. Donc, bientôt, je vais être aussi ambassadrice pour les adultes autistes. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vraiment cool. Oui, vraiment. Bon, salut. Merci. Merci à nos auditeurs pour votre écoute. Le balado est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Stitcher et toute autre application de balado. On vous invite à vous abonner à En Parole et en Action et laissez-nous une évaluation. Ça va aider l'émission à rejoindre un grand public. Vous pouvez également nous envoyer vos questions et vos commentaires via courriel au balado@églisedesentier.com. Laissez-nous savoir qui nous devons absolument recevoir en ondes. À la prochaine! À plus!